Allez-y. Sur les typologies de consommateurs, nous, notre conviction, c'est que tout le monde va sur Internet. C'est pas que les jeunes, c'est pas que les seniors, c'est vraiment un phénomène, un raz-de-marée qui va vraiment transformer les comportements. Après, je dirais, c'est plus une question d'intensité d'usage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont maintenant à l'aise pour aller faire un devis en ligne, mais qui, pour concrétiser la vente, préfèrent soit appeler une plateforme téléphonique, soit aller voir un agent. Donc je dirais c'est plutôt dans le type de transaction et l'intensité de l'usage d'Internet que ça diffère. Mais je dirais aujourd'hui tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, a une adresse email. Donc nous on essaye de faire passer la communication papier à de la communication électronique. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on fait. Après, les différences entre pays, elles sont effectivement très importantes. Si on regarde en Europe, le UK, enfin la Grande-Bretagne, c'est définitivement un pays hautement avec usage d'Internet, en tout cas pour ce qui concerne l'assurance. Aujourd'hui, en Angleterre, c'est 70% des devis d'assurance auto qui sont faits sur les comparateurs. Donc, si vous êtes assureur et que vous ne travaillez pas avec les comparateurs, vous pouvez tout de suite fermer une boutique. Voilà. Donc, il y a plein de transformations fondamentales de la chaîne de valeur d'assurance qui ont été impactées. Et je dirais l'Angleterre, c'est sans doute le plus avancé. En même temps, je ne suis pas sûre que les autres pays vont suivre exactement ce modèle. Donc, c'est intéressant de regarder, mais on ne va pas forcément suivre les mêmes adaptations. D'accord. Monsieur Boulou, pour l'autre question, je crois. Oui, alors si je comprends bien, la question portait de différents types de segments de consommateurs. Alors nous, on intervient dans de nombreux secteurs industriels, dans nos opérations de conseil en fusion-acquisition, mais plus spécifiquement, donc c'est difficile de répondre. Spécifiquement sur le secteur des jeux d'argent en ligne, je pense qu'il y a des personnes mieux placées que nous pour répondre, qui sont plus proches des consommateurs. Sur le marché français, on commence à découvrir un petit peu les typologies d'internautes. Le fait structurant marquant, c'est le périmètre des jeux autorisés en France. Le poker, les paris sportifs et les paris hippiques s'adressent plutôt aux hommes. Le poker plutôt à des hommes jeunes. Les paris hippiques plutôt à des hommes moins jeunes. Mais Internet est assez segmentant. En Angleterre, qui est le premier pays d'Europe pour les jeux en ligne, le bingo et les casinos en ligne sont également des jeux qui sont extrêmement populaires pour les femmes et populaires pour des CSP un peu moins. Donc, dans chaque pays, en fonction du périmètre des jeux, en fonction des habitudes culturelles, on va retrouver des segments de consommateurs qui jouent. Au fur et à mesure de l'évolution des réglementations, on peut penser que dans 5 ans, 10 ans, on aura un peu plus d'harmonie d'un pays à l'autre. Je peux rajouter quelque chose sur les jeux sur Facebook. Par exemple, on imagine que ce sont que les jeunes qui jouent sur Facebook, et pas du tout. C'est plutôt une clientèle féminine et plutôt 30 ans que 18. D'accord. Une idée de business peut-être pour les jeux sur Facebook. Merci. Une autre question ? Oui, monsieur ? Bonsoir, Michel Ivanez, je suis à la fois entrepreneur, investisseur, mais également intérim manager dans les high-tech. Une question qui me turlupine toujours quand je vois des dossiers passés concernant des projets Internet en B2C. Est-ce qu'il y a des règles, et ma question c'est plutôt pour AXA et pour le fonds d'investissement, est-ce que vous avez des règles que vous appliquez, ou en tout cas que vous regardez en particulier, concernant consacré à la notoriété, à faire que le site en B2C, il va avoir une certaine notoriété sur le monde Alors je ne parle pas des épiphénomènes, ou alors le buzz particulier pour un projet, mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a des règles que vous regardez en particulier ? Madame Levet, peut-être ?
Je dirais que il y a quelques règles sur un pourcentage du chiffre d'affaires, 10-15% du chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de règles spécifiques. Après, il faut que le modèle, ce qu'on regarde beaucoup, c'est la donnée, le coût d'acquisition d'un client sur le site B2C. C'est à combien j'acquiers mon client, et ensuite on regarde toute l'équation économique du modèle, c'est-à-dire combien ce client me rapporte par mois. Combien de temps mon client va rester, c'est-à-dire quelle va être ma durée de vie de mon client, et la marge par mois multipliée par la durée de vie, elle doit pouvoir vous compenser votre coût d'acquisition. Si vous achetez votre client, je dis, de 200 euros, que vous gagnez 1 euro par mois et que le client reste 10 mois, il n'y a pas de modèle. Si vous achetez votre client 200 euros, qu'il vous rapporte une dizaine d'euros par mois et que vous savez qu'il va rester 2-3 ans, voilà. Donc on regarde plutôt cette équation économique donc du coût d'acquisition, et après c'est comment l'entreprise dépense son coût d'acquisition. C'est clair qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés internet ne font plus que du marketing online, hein, à savoir du marketing, une grande partie aujourd'hui des budgets marketing partent chez Google, une grande partie partent et maintenant arrive de la publicité sur Facebook, il y a aussi du emailing, etc. Donc il n'y a pas de règle précise, c'est plutôt l'équation économique. En fait, les frais de communication sont intégrés au coût d'acquisition. Voilà, le coût d'acquisition, c'est le frais de communication. Mais sinon, vous avez dit le chiffre de 10-15% pour répondre à un peu à la question. Il n'y a pas de règle très précise. D'accord. Laurent, vous aviez une question, je crois. Le micro est ici, je vous passerai le micro juste après. Yves de Borger, je suis membre d'Ino depuis avril dernier. Je représente pour le pays francophone comme Trek, qui est une société qui intègre et développe des jeux d'argent et paris sportifs. Question donc pour Paul Bougnou et Maître Verbiste. La France est-elle un exemple pour d'autres pays? Et si oui, quels sont les pays qui vont suivre avec donc, tout ce qui est sécurisation des joueurs, lutte contre le jeu illégal, etc. Le micro par ici, s'il vous plaît. Alors, elle est, oui et non, elle est certainement un exemple sur le modèle, l'architecture technique me semble un bon compromis. Sur le modèle fiscal, là, je suis évidemment beaucoup plus sceptique. Bon, donc il faut bien distinguer les deux. La fiscalité, elle évoluera probablement avec le temps, mais par contre, la France a un bon modèle régulatoire, vraiment régulatoire. C'est un bon compromis entre ce que l'industrie au début souhaitait, c'est-à-dire pas beaucoup de régulation. Est-ce que la Commission européenne souhaitait, est-ce que la France, dans un premier temps, souhaitait aussi, c'est-à-dire beaucoup de régulation, et tout sur le territoire français, finalement, il y a eu un compromis, et où, sans rentrer dans les détails, la spécificité française, c'est le serveur frontal. C'est-à-dire que la régulation en France, elle s'organise autour d'un serveur, essentiellement du serveur frontal, mais le reste de l'équipement technologique peut être dans d'autres pays. Et donc ça permet une certaine souplesse dans la régulation, puisque ça permet à des grands groupes de continuer à avoir des serveurs dans d'autres pays, notamment ce qu'on appelle le serveur, la plateforme de jeu elle-même, qui est le cœur du système, peut être en dehors de la France. Du moment qu'il y a un serveur frontal en France, qui est en fait dédié au trafic français, si vous voulez, qui est un coffre-fort électronique. De nouveau, comparaison avec les banques. Ça ressemble vraiment à une banque française. Et donc ce modèle-là est exportable, et il est exporté, puisque les Danois ont fait leur petit shopping, et ils ont décidé que c'était le modèle français qu'ils allaient adopter, qu'ils allaient un peu adapter pour le rendre encore un peu plus européen, mais c'est vraiment le modèle français qui a inspiré les Danois, et je pense que la Commission européenne voit dans le modèle français le bon compromis. Merci. Bon, je crois que le micro était kidnappé, alors je vais prêter le mien. Ah non, il est là, il est revenu finalement. Bonsoir Laurent Rignot, je ne vais pas me représenter. Une question pour Eve, Nicolas. L'Oréal a créé une DRH numérique la semaine dernière, il y a 15 jours, et forme 30 000 de ses cadres dans le monde à justement la veille sur les réseaux sociaux pour faire du recrutement. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience qui va généraliser sur les grands groupes? C'est ma première question. C'est pas une très bonne nouvelle pour Altaïd, mais oui, probablement, oui. Oui, bien sûr. Bon, donc il faut être effectivement vigilant à son empreinte digitale aujourd'hui si on recherche un...
Paul et Marie-Christine, j'ai une question pour vous. Donc aujourd'hui c'est l'Eldorado, les jeux en ligne, on en parle. Je pense qu'on va arriver d'ici quelques mois sur la fin d'une croissance. En tout cas, le marché est atomisé, il se concentrera à un moment donné. Est-ce que vous voyez des poches, que ce soit en France ou peut-être des pays émergents comme l'Inde, la Chine, sur des projets aussi importants? Il y a la déréglementation qui pourrait s'ouvrir à nous ou s'ouvrir tout simplement sur d'autres pays, comme la Chine, l'Inde, et qui pourraient être des pays sur lesquels vous pourriez investir ou des projets sur lesquels on pourrait investir indirectement. Je dirais que nous, on investit principalement en France. C'est là que l'on connaît les entrepreneurs, que l'on connaît la régulation. Voilà, dans des pays limitrophes européens, quelques investissements aux États-Unis. On fait peu d'investissements nous, en Chine ou Amérique latine, où on maîtrise beaucoup moins les paramètres. Donc, je laisserai là. Concernant l'industrie des jeux en ligne, comme on le disait tout à l'heure, c'est une industrie très jeune. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait émerger des projets et qui ont créé leur société un peu partout. Certains sont partis, ont quitté les États-Unis ou la France en un temps très court pour continuer à exercer leur activité et développer leur site de jeu. Derrière ces opérateurs qui sont un peu les représentants les plus connus dont on voit émerger les marques, il y a toute une industrie constituée de prestataires. Il y a des gens qui font du paiement en ligne, des fournisseurs de solutions logicielles, de l'affiliation. D'une manière générale, on commence à voir une forte consolidation dans le secteur. Mais dans le même temps, quand on regarde le marché anglais, il y a encore une forte atomisation. Donc oui, il y a un mouvement financier important, il y a une financiarisation parce qu'il y a des investissements, avec l'émergence des régulations dans les différents pays, mais quoi qu'il en soit, il y a une matrice extrêmement complexe qui est présente dans le secteur. On a des gens qui sont des géants mondiaux, sur certains jeux mais pas sur d'autres. On a des gens qui sont des géants mondiaux globalement, on a des groupes médias, on a des petits acteurs locaux. Donc tout ça évolue et évoluera fortement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de martingale pour les investisseurs. Merci Paul. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui, monsieur?